Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Je me réjouis de vous retrouver pour cette conférence Procléro, même si nous restons malheureusement réduits à vivre ce moment ensemble à travers un écran. Vous le savez, la gestion de la SICAV Procléro est confiée depuis sa création en 2012 au groupe Mescar. Et bien avant la création de la SICAV Procléro, il était déjà question d'ISR, d'investissement socialement responsable, au sein du groupe Mescar. La gestion éthique, structurée autour de la recherche en matière d'ISR, fait partie en effet de l'ADN du groupe Mescar. Dès ses débuts, Procléro a donc à la fois profité de cette recherche et stimulé son approfondissement. Nous savons bien que l'ISR, comme la RSE pour les entreprises, peut parfois être un faire-valoir sans consistance réelle, une série de process de sélection purement formels ou tellement partiels que leur pertinence est discutable. Nous le savons, s'il n'y a pas une réflexion véritable de fond, ni une authentique recherche du bien commun, l'ISR est une supercherie dont la finance gagnerait à se passer. Je salue donc le mérite de tous ceux et celles qui ont fait et qui continuent à faire l'effort d'une recherche sérieuse dans ce domaine et qui contribuent ainsi de manière significative à des investissements au service du bien commun. Et c'est dans cet esprit que je veux donner la parole aujourd'hui à Madame Aurélie Baudouin, directeur de la recherche ISR de Mescar Asset Management, et à Monsieur Benoît Vesco, directeur général et directeur des investissements de Mescar Asset Management. Aurélie Baudouin est devenue au fil des années une experte largement reconnue de l'ISR. Pourquoi elle a été appelée au sein du comité du label ISR Public, qui définit les grandes orientations du label, propose des évolutions du cahier des charges du label au pouvoir public et veille au bon fonctionnement du processus de labellisation. Aurélie Baudouin est devenue une référence en matière de recherche ISR, au point d'intervenir régulièrement devant des publics variés et d'être interrogée fréquemment par les médias, qu'ils soient spécialisés ou grand public. Vous me permettrez de souligner en particulier qu'Aurélie Baudouin et son équipe ont été honorés d'un article élogieux il y a quelques mois dans la revue Famille chrétienne. L'engagement d'Aurélie Baudouin a aussi contribué à ce que la SICAV Procléro reçoive le 24 septembre dernier à Paris le trophée de la finance responsable. Il y a tant à dire sur la recherche ISR qu'il a été décidé avec Aurélie Baudouin et Benoît Vesco de n'aborder que 3 thématiques ce matin: les indicateurs sociaux, l'engagement actionnarial et l'intégration positive. Ces 3 thématiques représentent des avancées importantes en matière de recherche ISR, avancées dont Procléro bénéficie en particulier comme critère de discernement pour la sélection des entreprises aptes à entrer dans son périmètre d'investissement. Avant de laisser la parole à Aurélie Baudouin et à Benoît Vesco, je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez déposer vos questions sur le bandeau qui est à droite de votre écran. Nous garderons quelques minutes à la fin pour y répondre. Comment la SICAV Procléro profite-t-elle des avancées de la recherche en matière d'ISR? Aurélie, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de me donner la parole sur ce sujet ce matin. Nous avons décidé effectivement de vous montrer en quoi l'ISR permet de continuer à avancer, à réfléchir sur 3 grandes thématiques et que l'on utilise pour le fonds Procléro. La question de l'investissement, bien entendu, la question de l'engagement et ensuite la question du reporting, de la conception d'indicateurs, notamment au niveau social, qui reflètent la valeur ajoutée sociale, sociétale du fonds. On va avancer sur la slide suivante. En matière d'investissement, merci beaucoup. En matière d'investissement, il est vrai qu'il y a une référence pour nous au niveau du fonds Procléro, qui est la charte éthique qui a déjà été présentée par ailleurs, qui nous permet d'avoir cette référence globale en termes d'investissement, et notamment l'investissement lié aux grandes entreprises. Donc, il y a 3 grands axes dans cette charte éthique, à la fois la question de l'écologie humaine,
Et c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est au fur et à mesure, au sein du comité Procléro, des réflexions surgissent qui nous permettent de façon opérationnelle de voir comment concrétiser ces grandes thématiques, ces grandes réflexions dans nos investissements. Et l'exemple peut-être assez récent, c'est Laudato Si, où il a fallu prendre les point par point les éléments de l'encyclique et voir de façon concrète comment sont abordées la question environnementale, la question sociale, et de voir comment l'implémenter avec des indicateurs concrets. Donc ça peut être sur la question de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, on est en train de travailler dessus. La question du changement climatique, où il y a des indicateurs qui commencent à exister, notamment sur l'intensité carbone, la part verte des portefeuilles, et on continue à travailler dessus. Et puis, un sujet aussi lié aux inégalités sociales, où on continue à essayer d'évoluer dans la façon d'évaluer les entreprises dans lesquelles nous investissons. Ensuite, des critères classiques à la fois d'exclusion, d'intégration, et notamment la question de l'intégration positive, sur laquelle nous allons revenir par la suite. Si on passe à la slide suivante, l'objectif était de vous montrer très concrètement comment on fonctionne. L'équipe de recherche ISR est amenée à utiliser beaucoup de données, de matières premières, que ce soit liées à des agences de notation sociale comme Vigeo, Sustainalytics, qui nous fournissent des données homogènes et comparables pour les entreprises que nous étudions, mais aussi toutes les données qui sont issues des entreprises. Et avec les évolutions réglementaires récentes, il est vrai qu'il y a de plus en plus d'informations qui doivent être communiquées par les entreprises en fonction de ce qui est demandé maintenant par la réglementation française, mais de plus en plus aussi au niveau européen. Donc pour nous, c'est un terreau très intéressant parce que ça nous apporte des données supplémentaires. Et puis, tous les rapports qui sont issus d'associations, d'ONG, notamment de think tanks, qui nous apportent aussi beaucoup d'éléments, des médias bien entendu, pour essayer d'avoir cette vision la plus exhaustive possible de l'entreprise. L'objectif pour nous est chaque mois de produire une étude sectorielle pour identifier au niveau de chaque secteur d'activité quels sont les principaux enjeux au niveau environnemental et social, et ensuite les décliner au niveau des entreprises que nous évaluons au sein de ce secteur, pour pouvoir, in fine, définir le périmètre d'entreprises éligibles pour le fonds Procléro notamment, dans le cadre de ce secteur spécifiquement. La gestion active intervient par la suite. Les gérants sont amenés à sélectionner au sein de ce périmètre éligible les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Il s'agit ensuite évidemment de reporter, d'expliquer aussi bien les performances financières du fonds, mais aussi les performances extra-financières, et on reviendra sur ce point par la suite. Toutes ces données sont présentées et soumises à la réflexion au niveau du comité Procléro, qui est là pour être aussi pour nous une instance de réflexion sur toutes ces thématiques qui parfois aussi surgissent, sont récentes, font partie de l'actualité et qui nous amènent à nous poser de nouvelles questions en termes d'investissement. Pour la partie investissement, une des spécificités que j'évoquais, c'est l'intégration positive. Vous avez quelques éléments sur la slide suivante. L'intégration positive, l'idée est de pouvoir aussi sélectionner des entreprises qui ne font pas partie de l'indice de référence du périmètre de base initial, mais qui nous semblent très intéressantes parce que souvent ce sont des petites sociétés, des PME qui sont cotées bien entendu, certaines qui viennent d'entrer en bourse et qui sont directement positionnées sur une thématique à forte valeur ajoutée sociale ou environnementale. Et c'est ça qu'on trouve extrêmement intéressant parce qu'on part d'une thématique et on essaye d'identifier des entreprises qui apportent des solutions concrètes liées à la problématique identifiée. Et vous avez ici un exemple avec EcoSlops. La façon dont on procède à chaque fois, c'est quand on identifie ce type d'entreprise, évidemment, ensuite, il faut en faire une évaluation concrète. Et notamment, en lien avec Etifinance, on est amené à aller rencontrer l'entreprise et pouvoir décortiquer un peu tous les éléments, parce que tout ne figure pas, évidemment, sur les documents de communication, surtout quand ce sont des petites entreprises qui ne sont pas encore complètement rodées à cet exercice-là. Et on est amené ensuite à identifier la valeur ajoutée, le profil qu'on évoque ESG, environnemental, social et de gouvernance de l'entreprise, pour décider si cette entreprise peut intégrer le périmètre éligible. L'exemple concret d'EcoSlops, c'est une entreprise qui va être directement positionnée dans l'économie circulaire, puisqu'elle va recycler du fuel maritime pour en faire un carburant de seconde génération. Donc pour nous, c'est un exemple très, très intéressant, là aussi, dans la lutte contre le changement climatique.
Si on passe à la slide suivante, on va passer à la deuxième thématique, après la question de l'investissement, les réflexions associées à l'engagement. Et l'engagement se décline en deux catégories en quelque sorte. Il y a à la fois la vote aux assemblées générales et puis la question du dialogue avec les entreprises. Sur la partie du vote aux assemblées générales, vous avez ici quelques chiffres. Alors évidemment, pour l'instant, c'est 2019, qui sont liés globalement à ce qui est réalisé par Mescar Asset Management. En ce qui concerne Proclero, les chiffres que j'ai pour 2020, donc il peut y avoir encore quelques évolutions, c'était 11 assemblées générales, puisque évidemment, on vote sur la partie action et on est là sur un fonds qui est diversifié. Mais pour 11 assemblées générales, nous avons voté. Et en général, nous avons à peu près un tiers de votes négatifs. Il s'agit principalement de se prononcer sur notamment la composition du conseil d'administration, sur l'évolution du capital de l'entreprise, ainsi que sur la politique de rémunération liée aux principaux dirigeants de l'entreprise. Donc ça, c'est sur la partie vote aux assemblées générales, où ça fait partie évidemment de notre devoir en tant qu'actionnaire d'aller voter au moment de cet événement clé de l'Assemblée générale des entreprises. La deuxième partie de l'engagement, c'est au-delà de ce moment clé de l'Assemblée générale, et sur la slide suivante, il y a pour nous l'importance de pouvoir être en contact directement avec l'entreprise, dialoguer, que ce soit en direct, que ce soit au travers de l'envoi de courrier, que ce soit parfois, et c'est lié aussi au vote, en déposant une résolution à l'Assemblée générale de l'entreprise. Pour nous, ce sont des outils, c'est toute une panoplie que nous avons en tant qu'actionnaire de l'entreprise et dont nous devons profiter pour pouvoir avancer avec l'entreprise et apporter éventuellement, soulever des marges d'amélioration possibles au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau social, sociétal ou environnemental. L'exemple que vous avez ici, c'est un rapport que nous avons réalisé dans le cadre d'un réseau auquel nous appartenons, que nous avons co-lancé il y a 3 ans, réseau européen d'investisseurs qui s'appelle Shareholders for Change, qui est composé d'investisseurs très engagés en Autriche, Allemagne, Italie, Espagne, France, Suisse et Grande-Bretagne, pour l'instant. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ces thématiques et participer chacun à des actions d'engagement, permettre aux autres de s'adosser aux actions qui sont locales, échanger des informations, et c'est extrêmement enrichissant de pouvoir échanger entre investisseurs européens. Quand on connaît l'entreprise d'un point de vue local, quand on parle la langue de l'entreprise, c'est d'autant plus simple de pouvoir échanger avec cette entreprise. Et notamment, nous faisons des rapports thématiques chaque année. Le premier qui a été lancé portait sur la transparence et la responsabilité fiscale des entreprises du secteur des télécommunications. Et l'année dernière, le rapport portait sur la question de la durabilité des chaînes d'approvisionnement en métaux rares. Donc, différentes entreprises ont été regardées dans des secteurs qui sont variés, mais qui sont souvent liés à la transition énergétique, que ce soit les énergies renouvelables, le secteur automobile avec la question des batteries électriques, ainsi que les chimistes qui participent à la chaîne de valeur dans les technologies vertes. L'idée pour nous était de voir très concrètement comment ces entreprises prenaient en compte les risques environnementaux, sociaux et même opérationnels liés à des chaînes d'approvisionnement dans l'extraction de matières premières, en l'occurrence de métaux rares. Et ça a été extrêmement intéressant parce que ça nous a permis aussi d'identifier des bonnes pratiques de certaines entreprises, de pouvoir les comparer et ensuite de les solliciter pour essayer d'aller plus loin dans cette compréhension de la prise en compte de ces enjeux tout en amont de la chaîne de valeur. Voilà un exemple d'engagement. On continue à travailler avec le réseau Shareholders for Change, d'échanger. Les sujets sont variés. L'idée, c'est aussi d'aller justement chercher des sujets qui ne sont pas encore pris en compte par d'autres réseaux d'actionnaires, d'investisseurs. Donc évidemment, le changement climatique est un sujet clé, mais il y a cette question aussi de partage de la valeur avec la responsabilité fiscale, qui est un enjeu important. On a aussi fait des actions liées à l'armement. Donc on essaye d'évoluer et d'avancer en trouvant de nouvelles problématiques à prendre en compte pour solliciter les entreprises. Voilà, donc c'était sur cette deuxième thématique liée à l'engagement. La troisième thématique, et on peut passer à la slide suivante, c'est la question de mesurer cet impact dans tout l'enjeu de transparence pour présenter au comité Proclero et plus globalement à tous les investisseurs et les souscripteurs, et c'est pour ça que beaucoup de choses figurent sur notre site internet, des indicateurs qui expriment comment l'entreprise se positionne, quelle est sa valeur ajoutée de façon très chiffrée par rapport à une thématique identifiée.
À gauche de cette slide, vous avez un exemple où là, on se positionne sur la question de l'offre apportée par l'entreprise, offre de biens ou de services, pour identifier celles qui ont un impact positif direct associé à leur offre. Et là, vous avez un exemple, donc c'était le portefeuille Procléro, mais il y a déjà quelques mois, où on identifie à chaque fois dans ces secteurs d'activité les entreprises qui sont présentes et ce que ça configure au niveau du portefeuille, en quoi ces thématiques participent à la contribution au bien commun. Deuxième élément, et là on est plus au niveau transversal, donc on prend en compte toutes les entreprises du portefeuille, c'était l'enjeu de mettre en place une empreinte sociale. Donc là c'est en cours de réflexion encore au niveau du comité Procléro, tout n'est pas encore défini, mais l'idée c'est de proposer, d'apporter des solutions éventuelles, en tout cas des éléments de réflexion au niveau du comité Procléro sur ces questions liées au social, dans la mesure où dans le marché de l'ISR, la question du carbone a beaucoup évolué au cours des 3-4 dernières années maintenant, et il y a beaucoup de données qui existent sur l'empreinte carbone que j'évoquais, intensité carbone, etc. Et l'enjeu pour nous était de pouvoir essayer d'apporter le même niveau de qualité, de s'inspirer de cette évolution sur la question du social et d'avancer sur le social qui nous semblait laisser un peu de côté au cours des dernières années. Et c'est pour ça qu'on a lancé il y a déjà quelques années l'empreinte sociale et on continue à réfléchir au niveau du comité Procléro pour voir les indicateurs qui semblaient plus pertinents, qui semblent véritablement liés au principe d'écologie intégrale que l'on évoquait au tout début, pour voir des indicateurs qui sont à la fois comment les entreprises gèrent des risques éventuels, donc ça peut être dans le négatif ou comment gérer la partie réduire au maximum le négatif. Ça peut être aussi une contribution positive et c'est sur quoi on réfléchit actuellement. Alors là, dans les exemples qui sont évoqués, vous pouvez avoir par exemple la question de l'accidentologie. Donc comment les taux de fréquence des accidents du travail au sein des entreprises du portefeuille qui sont positionnés dans un secteur d'activité en particulier, comment se positionne ce taux de fréquence des accidents du travail par rapport à une moyenne sectorielle, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, ici, ça reflète la performance passée de l'entreprise, mais après, ça a confronté, et là, je reviens sur la question de l'investissement, aux objectifs qui sont exprimés par l'entreprise, qui sont parfois chiffrés, d'évolution, d'amélioration sur les années suivantes. Donc ici, vous avez l'exemple de l'accidentologie, il y a aussi la question de la rotation des salariés, le taux de rotation des salariés, de l'absentéisme, ou par exemple de l'intégration de personnes en situation de handicap. Tous ces éléments évoluent sur ce projet. On reste pour l'instant dans le périmètre des effectifs de l'entreprise. Un projet aussi très important pour nous, c'est d'essayer d'aller plus loin sur la question des personnes humaines qui sont aussi impactées par l'entreprise, mais qui ne figurent pas au sein des murs de l'entreprise. En l'occurrence, les principales personnes concernées, ce sont les fournisseurs. Donc, voir comment toute la question des conditions de travail des fournisseurs, de la juste rémunération des fournisseurs, on peut aussi le matérialiser en indicateurs concrets, donc les fournisseurs, et puis toutes les populations locales qui sont concernées de façon directe ou indirecte, ça peut être positif ou négatif, par l'activité de l'entreprise, pour avoir cette dimension beaucoup plus globale de l'impact de l'entreprise tout au long de sa chaîne de valeur. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole maintenant à Benoît. Merci Aurélie. Donc on l'a vu, hein, la SICAV Procléro a un mode de fonctionnement très particulier et je vais revenir très rapidement sur cette organisation qui a été mise en place autour de la SICAV Procléro. Tout d'abord, un comité exécutif qui organise, supervise et organise la vie de la SICAV. Ensuite, un comité de pilotage qui surveille, vérifie le travail en lien avec les équipes Mescart autour de cette SICAV et notamment de gestion au jour le jour et d'évolution de la SICAV. Ensuite, au niveau de Mescart Asset Management, l'ensemble des équipes ISR et le travail qu'a décrit Aurélie d'analyse ISR, de mise en place de critères spécifiques pour la SICAV et qui permettent de définir un univers d'investissement. Cet univers d'investissement, ensuite, il est utilisé par les gérants financiers, soit en actions, soit en obligations, pour investir, construire le portefeuille au gré des marchés financiers, bien sûr, et de l'objectif de performance en cohérence avec le cahier des charges d'un portefeuille qui détient en moyenne environ 20% d'actions. Ensuite, autour de ce mode de fonctionnement-là,
Le comité ProPersona, qui est un centre de réflexion, qui est un outil pour l'ensemble de la SICAV Procléro d'adaptation et d'évolution des critères et qui permet au fur et à mesure de travailler plus finement sur l'ensemble de ces analyses. Et bien entendu, et ce sera la conclusion de cette présentation, c'est revenir sur le partage avec les souscripteurs par tous les moyens de communication possibles. Ce sont bien sûr les réunions Procléro, alors soit en webconférence comme aujourd'hui, soit lors d'événements physiques, bien entendu, quand cela sera possible à nouveau. Mais typiquement, c'est bien cet exemple actuel. Je vous ai montré sur cette page-là le site Procléro, bien sûr, sur lequel on peut retrouver l'ensemble des publications et l'ensemble des événements liés à la SICAV Procléro. Et toutes les conférences sont bien entendu visionnables sur les sites internet de manière très facile. Et puis la lettre annuelle qui refait un bilan chaque année de la vie de la SICAV, des différents événements qui ont pu se passer autour de la SICAV. Et c'est tout ce travail-là qui permet à chacun d'échanger autour de Procléro sur l'ensemble de nos travaux et de nos analyses ISR, bien entendu. Voilà en conclusion l'organisation de Procléro, et puis je laisse le mot de la fin à don Pascal André. Peut-être que vous pouvez prendre quelques questions, parce qu'on a un petit peu de temps. Oui. Aurélie ou Benoît. Tout à fait. Je vois effectivement qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées. Une d'abord sur la question du CO2. Pourquoi investir dans des entreprises liées à la… Alors, ça a disparu entre-temps. À la croissance de la pollution en CO2 dans un fonds dit d'écologie intégrale. Un exemple, c'est Engie, Peugeot, etc. Il est vrai qu'on investit dans ces entreprises dans le fonds Procléro, dans la mesure où l'idée pour nous, même quand on s'attache spécifiquement à la question du CO2 et du changement climatique, l'enjeu pour nous, c'est aussi d'accompagner les entreprises qui sont en transition, dans la mesure où pour atteindre les accords de Paris et ce fameux scénario à 2 ou 1,5 degrés de réchauffement maximal du climat, il faut que les entreprises les plus carbo-intensives, et dans les secteurs les plus carbo-intensifs, évoluent suffisamment. Alors, on ne va pas investir sur les entreprises que l'on considère comme trop controversées sur ces sujets-là et n'ayant pas évolué dans leur modèle économique. Ces deux exemples, notamment Engie, on les suit particulièrement parce que ce sont des entreprises qui changent fortement leur modèle économique, dont la gouvernance est convaincue qu'il faut aller beaucoup plus justement sur déjà du gaz naturel dans une période de transition et fortement sortir des énergies fossiles, charbon de prime abord et puis pétrole. Donc pour nous, c'est une entreprise au contraire qui est extrêmement intéressante parce qu'elle accompagne la transition énergétique. L'enjeu, c'est évidemment d'être présent sur la plupart des secteurs d'activité, et l'énergie est un secteur qui est fondamental, mais d'identifier à la fois les grosses entreprises qui font évoluer leur modèle économique, comme je l'évoquais, et des plus petites, notamment dans l'intégration positive, qui sont source d'innovation, notamment en matière d'énergie renouvelable et durable. Si je continue dans les questions, avez-vous une forme de dialogue, de créancier avec les entreprises dont vous avez des obligations dans le fonds Procléro? Oui. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins formalisé que sur la partie action. Par contre, on est véritablement en interaction avec les entreprises, notamment celles qui, et c'est l'occasion de le dire sur l'intégration positive, on a aussi des émissions d'obligations vertes et obligations sociales. Ça fait partie des thématiques d'intégration positive sur la partie obligataire. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des objectifs concrets liés à l'obligation verte. On a des rapports annuels qui sont présentés et ça nous amène, nous, à dialoguer avec l'entreprise sur ce qui nous semble suffisamment clair à notre sens ou insuffisamment pour pouvoir aussi les sélectionner. On ne va pas toutes les prendre et prendre notamment celles qui, au travers de cette émission obligataire, va financer véritablement des évolutions et de nouveaux projets en termes de réduction, en termes d'efficacité énergétique ou réduction des émissions de CO2. Peut-être que je prends une dernière question et après je laisserai peut-être la parole à Benoît sur la question de l'empreinte sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion d'empreinte sociale? Quels sont les autres critères de mesure envisagés? Alors, la façon dont on prend en compte l'empreinte sociale, là encore, on s'inspire de la question de l'empreinte carbone. Il y a deux façons de l'aborder, de façon complémentaire. On a une première partie où on essaye de comprendre en quoi un portefeuille est exposé en termes de risques ou d'opportunités sur des thématiques sociales.
Donc, il faut bien comprendre, en fonction de chaque secteur d'activité, quels sont les enjeux sociaux fondamentaux. Donc ça, c'est important. On ne va pas appréhender de la même façon au niveau social le secteur ou une entreprise qui est présente dans l'industrie ou le BTP d'une part avec une entreprise qui fait du service. C'est important de voir quelle est l'exposition à ces risques-là pour pouvoir regarder de façon plus précise les indicateurs les plus importants par entreprise. Et puis, une fois qu'on a cette exposition, alors elle peut être au niveau sectoriel, elle peut être aussi au niveau géographique. Ce n'est pas la même chose d'avoir tous ces salariés en France ou une part importante de ces salariés dans des pays émergents. Donc ça, c'est un élément fondamental aussi. Et ensuite, on essaye de pouvoir étendre ces notions avec la performance des entreprises, avec les indicateurs notamment que j'évoquais. Je parlais du handicap, je parlais aussi de la question de l'accidentologie, de l'absentéisme. Ce sont des éléments très importants à regarder. L'idée par la suite, sur les nouveaux critères envisagés, c'est notamment sur les fournisseurs et de voir notamment comment la chaîne d'approvisionnement s'implémente d'un point de vue géographique pour bien comprendre quels sont les enjeux entreprise par entreprise et qu'est-ce qui est de plus exigé au niveau de l'entreprise pour pouvoir appréhender ces enjeux et ces risques supplémentaires. Je vais peut-être prendre juste une question rapidement sur le comportement de Procléro dans ces marchés financiers. Effectivement, bon, les crises économiques qu'on a vécues est sans commune mesure et d'une ampleur impressionnante. Pour revenir en arrière, Procléro est un fonds qui est diversifié, qui comprend environ 20% d'actions en rythme de croisière, le seul étant investi en obligations, qui a sur une échelle de 1 à 7 un risque actuellement de 4 environ, un horizon de placement de 3 ans. Donc, bien entendu, il a été impacté par la crise que l'on a vécue avec une forte baisse des marchés, mais on a très rapidement constaté une très grande réactivité des autorités, que ce soit les banques centrales ou les gouvernements, qui ont permis au marché de se redresser. De la même manière, Procléro est reparti à la hausse assez rapidement et on voit bien maintenant, à mesure que l'horizon se dégage, que la visibilité sur l'arrivée d'un vaccin ou en tout cas une épidémie qui serait maîtrisée à terme, permettent au marché de se projeter et d'anticiper un retour à une croissance économique plus normale dans les trimestres à venir et permet au marché, comme à Procléro, de se redresser. Quand on regarde en instantané à aujourd'hui l'évolution de Procléro, on est sur une évolution positive depuis le début de l'année, parce qu'on est autour de 1,30 de performance, 1,40. Donc voilà, c'est ce qui peut être assez étonnant quand on regarde les marchés de mois avec une crise économique majeure. La réactivité des banques centrales et des autorités a permis au marché économique de repartir à la hausse et les anticipations que l'on a maintenant chez Mescart sont positives avec une croissance qui devrait revenir à la normale et du potentiel de hausse sur les marchés actions mais aussi sur les marchés obligations, donc encore de progression au cours de l'année 2021. Voilà, merci Benoît, merci à Aurélie Baudouin de nous avoir partagé quelques beaux fruits de son travail et de celui de toute son équipe. Cette démarche est stimulante et montre, me semble-t-il, le bon chemin pour la finance d'investissement. Pourquoi ? D'une part, parce que cette démarche va bien au-delà de la simple prise en compte de quelques critères d'exclusion ou de quelques critères partiels de sélection, comme par exemple en ce moment bien souvent le seul critère environnemental. Et d'autre part, parce qu'elle tend vers une réflexion intégrale qui veut prendre en compte toutes les dimensions de la réalité humaine, sociale, environnementale, économique. C'est un défi de chaque jour. Rien n'est parfait. À Procléro, on le sait bien. Mais il faut continuer, me semble-t-il, à avancer sur ce chemin, continuer à approfondir et à enrichir la réflexion et le discernement en vue d'un investissement toujours plus intégral. Procléro s'y engage. Une des convictions fortes de Procléro est de penser que cet approfondissement et cet enrichissement doivent passer aussi par l'exploration de la mine que représente l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit d'extraire de cette mine ce qui est capable de refonder la finance et lui révéler son sens authentique au service du bien commun, au service du développement humain intégral, à savoir du développement de tout homme et de tout l'homme, c'est-à-dire de l'homme dans toutes ses dimensions. Et ce travail est maintenant une urgence à notre porte. Pour tenter d'y répondre, nous allons nous appuyer sur les 2 documents du Saint-Siège qui seront publiés prochainement, je pense très prochainement,
et qui émaneront du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Le premier document s'appellera Mensuram Bonam, qui veut dire en latin de la bonne mesure. Il donnera les grandes orientations éthiques en matière d'investissement financier. Et le deuxième document, qui s'appellera La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, il montrera à l'investisseur le fondement et l'ampleur de sa responsabilité, lui rappellera les tentations dont il peut être l'objet et mettra à sa disposition les moyens humains et spirituels nécessaires à un investissement intégral. Pour tirer profit de ces documents, un programme de recherche académique va être lancé dès janvier 2021, auquel Proclero et le groupe Nescar vont participer. Nous vous en reparlerons lorsqu'il aura débuté. Tout cela dans le but d'aider les investisseurs à passer d'un bon investissement à un investissement bon, autrement dit, de passer d'un investissement qui rapporte à un investissement qui apporte. J'en profite pour remercier le groupe Nescar, en particulier les équipes d'Aurélie Baudouin, pour les progrès incessants de leur analyse éthique et les équipes de Benoît Vesco pour la qualité de leur gestion financière de Proclero. Je les félicite pour le bien auquel Proclero contribue par ses investissements dans les entreprises. Je les félicite aussi pour la performance remarquable de Proclero dans cette année très troublée. C'est vrai qu'afficher une performance depuis le 1er janvier 2020 de plus 1,38 ça donne à penser, comme l'Évangile, qu'un bon arbre porte de bons fruits. Je vous avais annoncé lors de la webconférence de septembre dernier les évolutions qui étaient en préparation pour Proclero. La modification de l'allocation d'actifs, il y aura toujours 20% d'actions, mais les obligations corporate seront réduites à 70% pour pouvoir intégrer dans Proclero une poche d'économie sociale et solidaire à hauteur de 10%. Tout cela pour participer au financement d'entreprises innovantes qui font de l'intégration sociale par l'accompagnement dans le travail de personnes vulnérables ou en difficulté. Et la crise actuelle manifestera encore plus la nécessité d'une économie qui soit sociale et solidaire, qui soit vraiment inclusive. Et puis aussi, dans les nouveautés, la création de 2 nouvelles parts, une part pour les institutionnels et une part pour les CGP, pour permettre un élargissement de l'audience de Proclero dans le monde des professionnels de la finance, mais aussi auprès d'un public beaucoup plus large de particuliers. Tout cela est en route et maintenant en phase de finalisation. Le Proclero deuxième vague devrait être opérationnel début 2021. Je termine cette webconférence en vous annonçant que la prochaine conférence Proclero aura lieu le mardi 30 mars 2021 à 8h30 en présentiel au Cercle Interallié. Notre conférencier reporté de mois en mois, tant attendu, sera M. Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale, ancien directeur financier du groupe Crédit Agricole et de la Société Générale. Bertrand Badré est aujourd'hui le fondateur et directeur général du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital fondé en 2017 et nous nous réjouissons de l'accueillir et de l'entendre. Merci à Aurélie, merci à Benoît, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Je vous souhaite à chacune et à chacun, ainsi qu'à tous ceux que vous aimez, de très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année, que le message de Noël apporte enfin à notre monde la paix et la joie qui lui ont si cruellement fait défaut tout au long de cette année 2020, et que la lumière de Noël triomphe et fasse jaillir au cœur de notre monde une nouvelle espérance. Merci de votre attention et à très bientôt.